Bienvenue Alexandre. Je vous laisse vous installer. C'est vrai que du coup, à chaque fois, les gens se mettent à une chaise de moi. Peut-être super. Non, ça va. C'est comme ça évite d'être trop près. Alors, bienvenue à vous. On aura une diapo tout à l'heure, mais on va commencer. Il faut que je laisse sa chance au jingle aussi. Alors, je rappelle que vous êtes sous-directeur des services ferroviaires à la direction des transports ferroviaires, fluviaux et des ports. On vous connaît, on vous voit maintenant chaque année. On va parler du projet Ulysse, des 4 milliards d'investissements annoncés pour le fret ferroviaire en 2023. Le plan de programmation, on l'a dit tout à l'heure, a été fait. La conférence de financement des mobilités a réuni l'été dernier donc, les collectivités, l'État, les acteurs du transport, les entreprises. Elle avait pour but, entre autres, de valider les investissements utiles, vérifier qu'on était dans les clous par rapport aux prévisions en matière de transport, notamment fret. Et j'aimerais que vous nous disiez du coup où on en est sur le projet Ulysse, si vous pouvez nous donner les grandes lignes, ce qui a été validé, justement, ce qui va se passer maintenant. Oui, très volontiers. Bonjour à tous. Oui, le projet Ulysse Fret, effectivement, c'est un plan d'investissement sur une dizaine d'années, entre 2023 et 2032, pour un montant estimé à 4 milliards d'euros, dont la moitié sera apportée par l'État. Et effectivement, nous avons pu publier le rapport au bon moment, en avril 2000 de cette année, avant la conférence de financement. Et effectivement, cette conférence de financement, elle est venue confirmer les principes de ce plan d'investissement. Et donc finalement aujourd'hui on a le soutien de la démarche. Je pense qu'on a vraiment eu un timing qui était bien adapté pour obtenir ce type de décision. Vous voulez qu'on regarde dès maintenant la projection? Très volontiers, parce qu'en fait ce programme d'investissement il se découpe en 8 grands domaines. Et pour chacun de ces 8 grands domaines, on a fait une estimation de l'ensemble avec l'ensemble des acteurs du secteur. On a fait une estimation des besoins, une programmation très précise. Alors si vous faites la somme, vous tomberez sur un montant qui est supérieur à 4 milliards. C'est volontaire, de manière à avoir de la marge et faire en sorte de pouvoir faire vivre cette programmation. C'est pour être sûr de dépenser les 4 milliards. Disons que c'est une logique de surréservation, de surbooking, de manière à ce que si une opération prend du retard, on puisse effectivement maintenir le cap. Voilà, donc si je passe rapidement en revue les différents sujets. On a tout un volet voies de service sur lequel Réseau investit historiquement et sur lequel le plan de relance a permis en fait de poursuivre l'effort. Et là, dans le cadre de la démarche actuelle, nous continuons à investir en 2024 et en 2025 sur le sujet. En tout, on est à pas loin de 80 millions sur les 3 ans sur ce sujet-là. On sait que les voies de service sont particulièrement importantes pour les opérateurs. On a effectivement tout un travail qui a été fait sur les installations de tri à la gravité, donc qui concerne moins le transport combiné, mais qui concerne fortement le secteur du fret. On avait fait des investissements dans le cadre du plan de relance et on a pu faire des travaux d'urgence sur les triages de Voipy, de Ciblin, du Bourget, grâce au financement de l'État d'environ 22 millions. Et puis là, un dossier a été déposé auprès de la Commission européenne au titre des besoins militaires. Et on a obtenu 48 millions de l'Europe qu'on a pu compléter, nous, côté État, d'un montant de 42 millions, donc qui nous permet vraiment de faire des travaux de modernisation sur l'ensemble des 4 sites. Donc il y a aussi celui de Miramas. Sur les capillaires qui sont aussi un sujet particulièrement important, on a pu financer 30 opérations au cours des 3 dernières années, un peu partout en France. Sur les installations terminales embranchées, l'effort se poursuit. Ça permet d'avoir des dessertes ferroviaires directes sur les sites d'activité économique, en particulier les sites industriels et agricoles. Donc on sait que c'est important. Ça évite la rupture de charge. Et là, l'effort se poursuit dans la continuité du plan de relance. On a aussi une dimension qui est très importante, c'est celle de la digitalisation, donc qui permet d'améliorer les échanges
entre le gestionnaire de réseau, SNCF Réseau, et les opérateurs, de rendre les choses plus fluides. Et là, il y a un programme d'investissement extrêmement important porté par l'État. Le point particulièrement important pour nous, c'est celui des chantiers combinés, des terminaux combinés. Et là, vous le savez, sur ce sujet, il y a un schéma directeur du transport combiné qui a été publié en fin d'année dernière et qui prévoit 20 nouveaux terminaux en France et une quinzaine de modernisations. Très bien. Alors justement, j'aimerais qu'on parle de ça. Les terminaux de combinés, le schéma directeur qui offre ces perspectives que vous venez d'évoquer, là, 20 terminaux, c'est objectif de 20 terminaux à l'horizon 2032, c'est ça? Donc exactement. Certains sont en modernisation, c'est une quinzaine à peu près. Oui. Est-ce que vous pouvez nous citer des réalisations clés 2024, 2025, les projets en cours, ceux qui sont vraiment majeurs pour vous? Oui, il y a une grande activité sur ces sujets-là. Il y a eu plusieurs projets qui ont été livrés ou financés au cours des dernières années. Si je devais en citer quelques-uns, je pourrais citer celui de Sète, qui a été financé récemment, celui de Calais également. Nous avons financé aussi les accès au site d'Aiton, près de l'Italie, dans les Alpes. Donc ça, ce sont des projets financés en 2024. En 2025, on vient d'assister à l'ouverture du terminal d'Arles, que l'État a partiellement financé. Et je sais qu'il y a des nouvelles liaisons qui sont ouvertes. Une liaison vers Lille, en particulier, portée par Froid-Combi. Une autre vers Bordeaux, portée par Combronde. Donc on voit concrètement que le financement de ces terminaux, la mise en place de ces terminaux, elle se traduit immédiatement par des nouveaux services. Je citerai enfin l'extension du terminal du Boulou sur le faisceau en Cavaillès, sur lequel effectivement il y a des investissements côté État qui sont en cours. Alors, on va parler aussi des aides juste après, mais puisqu'on parle des combinés, il y a des études en cours. Vous avez mené une étude dans la région Aura pour identifier les sites de développement de terminaux de combinés. C'est une étude qui avait déjà été réalisée par le passé en Île-de-France et qui devrait aussi être menée en Hauts-de-France. Vous pouvez dire quelque chose sur ces études et les résultats? Pour nous, le schéma directeur du transport combiné, c'est vraiment un objet vivant sur lequel on doit tous collectivement faire preuve d'agilité, se poser les bonnes questions. Et le fait de pouvoir faire des études ciblées, territoriales, qui permettent d'approfondir le besoin et d'arriver à identifier des solutions, c'est vraiment essentiel. Donc cette démarche a eu lieu en Île-de-France. Donc il y a eu tout un travail qui a été fait, qui a permis d'identifier les priorités, qui a permis de lancer, en particulier sur le site de Chelles-Vert, une étude foncière et puis des études là en cours de lancement, des études de faisabilité pour un nouveau terminal multimodal financé dans le cadre du CPER, donc par la région, l'État et porté par Réseau. De la même manière, sur Valenton, il y a pu y avoir des travaux de modernisation et de mise en sécurité du site qui ont pu être réalisés grâce à des financements du contrat de plan État-région précédent. Et il y a un schéma directeur sur une période de 10 ans qui est lancé, qui inclut un périmètre un peu plus large que Valenton, vu qu'il inclut aussi Villeneuve-Saint-Georges, qui est en cours de lancement avec Réseau, avec l'ensemble des partenaires, et sous l'impulsion et le pilotage de l'État et la région. Voilà, que je peux citer aussi, c'est tous les travaux qui sont réalisés, par exemple du côté de Bonneuil, notamment le prolongement de la route nationale 406, sous maîtrise d'ouvrage de la DIRIF. Côté Aura, effectivement, côté Auvergne-Rhône-Alpes, on a lancé la même démarche qui est en cours de finalisation actuellement. L'idée, là, c'était d'identifier 2 à 4 sites pour des nouveaux terminaux dans l'aire de Lyon et de Grenoble. Et donc là, l'étude est en cours de finalisation et la restitution devrait intervenir prochainement sous l'égide de la préfète de région. Et puis enfin, les Hauts-de-France, effectivement, là la démarche, on est au tout début, donc c'est vraiment une démarche similaire. L'idée, c'est d'objectiver
d'objectiver les sites préférentiels qui pourraient être identifiés pour augmenter les capacités de manutention sur le territoire. Donc là, actuellement, la consultation du bureau d'études est en cours et l'idée, c'est que les résultats de cette étude soient connus au cours du deuxième semestre de l'année 2026. Très bien. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet des terminaux de combinés ou sur la programmation des investissements, avant que je pose la question des aides à Alexandra Nash? Non, pas de questions. Je vérifie que vous ne dormez pas. Alors, les aides, c'est indispensable, c'est crucial pour les entreprises de les connaître dès à présent, pour pouvoir tout simplement faire son plan, ses projections en 2026. On sait qu'il y a une certaine incertitude qui plane sur différents sujets, l'aide au sillon, l'aide à la pince, entre autres, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire de sûr? Alors, vous connaissez tous le contexte actuel. Et effectivement, nous, au sein du ministère des Transports, nous défendons âprement la poursuite de l'effort qui est mené dans le cadre de la stratégie nationale du développement du fret ferroviaire que nous avons porté et qui a été approuvé par décret. Et donc, nous défendons le maintien des aides existantes. Alors, que ce soit aussi bien pour l'investissement que pour l'exploitation. Et donc, notre objectif, c'est toujours celui de l'augmentation de la part modèle du fret massifié par rapport au fret routier. Et en gros, alors c'est un peu tôt pour le dire pour 2026, puisque vous savez que voilà, c'est le projet de loi de finances là qui vient d'être communiqué et tout récent. Ce qu'on peut dire à ce stade, sans connaître le détail de ce qui est sorti cette nuit. Est-ce que vous m'avez dit que vous aviez lu le rapport cette nuit? Non, je l'ai pas lu, mais j'ai eu des premiers échos, on va dire, qui sont plutôt positifs pour le secteur. Moi, dans les points positifs, je note aussi que le fait que le ministre des Transports soit un ministre de plein exercice, ça compte. Le fait aussi qu'on ait un ministre du Travail qui connaisse bien nos sujets, c'est aussi important. Ce sont des signaux faibles, mais c'est toujours bon à prendre. Et alors, avant le débat parlementaire, parce qu'on ne peut pas préjuger de ce débat parlementaire, la copie, en gros, qui est soumise, a l'air plutôt satisfaisante. Ça, a priori, nous permettrait de maintenir nos aides, les aides qu'on a connues en 2025. Ou les montants 2025 Oui, alors les montants 2025 pour l'aide au transport combiné, ce qu'on appelait autrefois l'aide à la pince. Donc on est sur notre enveloppe de 47 millions. Donc je pense que nous, c'est l'hypothèse qu'on a défendue dans le cadre de nos travaux internes. Et à mon avis, c'est ce qui figure dans la... A priori, ce serait maintenu, c'est la... Et l'autre aide, c'est l'aide aux wagons isolés, où effectivement notre enveloppe de 100 millions est toujours dans les tableaux. Et puis, on a également la compensation fret, donc qui permet de faire baisser le prix du péage pour les trains de fret, qui serait maintenu dans les mêmes proportions. Donc plutôt des bonnes nouvelles. A priori, mais sans préjuger de la suite. Oui, très bien. Bon, vous avez des questions sur ça? À quel montant? Alors la compensation fret, l'ordre de grandeur serait autour entre 210 et 215 millions environ. Après, ça dépend directement du volume. Ok, très bien. Alors, un petit tour juste sur le sujet de la concession des terminaux aux opérateurs, parce que je sais que c'est un sujet qui a avancé aussi avec SNCF Réseau pour assouplir les conditions d'exploitation des opérateurs. C'est nécessaire pour pouvoir investir, justement, on parle aussi d'investissement. Où en sont les discussions? Pour quels résultats attendus? Oui, effectivement, ce qu'on constate, c'est que sur les terminaux SNCF Réseau, il y a un enjeu à sécuriser les investissements à long terme pour les opérateurs. Et le système actuel de convention d'occupation temporaire a quand même un certain nombre de limites. C'est ce qu'on perçoit dans les échanges qu'on peut avoir avec l'ensemble du secteur. Et donc il y a un travail qui est mené actuellement avec SNCF Réseau et l'État. Donc c'est beaucoup un travail juridique. Donc nous, c'est notre direction des affaires juridiques qui travaille sur le sujet.
Et ce qui ressort de ces travaux là, qui sont en train d'être finalisés avec Réseau, ce qui ressort de ces travaux, c'est quand même que le modèle concessif peut offrir des solutions intéressantes pour justement sécuriser ces investissements sur une durée plus longue. Plus longue comme 30 ans, je crois. Hein, alors, 30 ans, ce serait pour des projets neufs sous certaines conditions. Si on est sur des investissements plus légers, dans le cadre d'une rénovation, on peut imaginer une durée plus courte, 10, maximum peut-être 15 ans, 20 ans, mais voilà, l'ordre de grandeur, à mon avis, c'est autour de ça. Mais là, pour l'instant, on n'a pas encore les conclusions du travail que nous menons en commun avec Réseau, donc c'est un peu tôt pour donner ce genre de tendance. Donc on est là en tout cas pour sécuriser l'investissement ou pérenniser les actions. Très bien, merci à vous. Des questions ? Oui, il y a une question là-bas. Alors, est-ce qu'il y a un micro dans la salle ? Je veux bien que vous présentiez, si vous voulez bien. Merci, bonjour à tous. Tristan Ziegler pour le groupe Charles-André Novatrans. Moi, j'avais une question, je suis désolé, je suis peut-être un peu long à la détente. Je vous remercie pour les investissements, les aides sur le milliard d'euros sur les terminaux de transport combinés. Là où je suis un peu surpris, c'est que dans les projets, on a un schéma directeur qui est pas si vieux que ça. Il est de 2024, si ma mémoire est bonne, donc les études ont dû être faites en 2023. Et dans les projets que vous citez, hormis Suite 7, il n'y en a pas un seul qui est dans la dernière slide, qui est l'ordonnancement que la filière avait demandé. On est sur des projets qui sont pas les mêmes. Pas les mêmes en termes de géographie. Arles n'était pas identifié, on a fait Arles. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on refasse le schéma directeur parce que l'ordonnancement n'était pas bon? Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons qui font qu'on part sur autre chose? Merci. Alors, le schéma directeur, effectivement, il est tout récent. Il a été publié en fin d'année dernière. Et effectivement, ça donne le cap général. Après, concrètement, le financement de ce type de projet, il implique une démarche partenariale. Ça se fait dans le cadre des contrats de plan État-région. Donc ça veut dire qu'effectivement, faut que localement, dans chaque région, il y ait ces échanges et ensuite que ça puisse aboutir au financement de ces projets, puis ensuite qu'ils soient portés. Donc effectivement, ça ne se traduit pas instantanément, à partir du moment où on publie le schéma directeur, ça ne se traduit pas instantanément par la mise en études ou en travaux des différents projets. Donc effectivement, il peut y avoir un écart entre ce qui a été la ligne de conduite qui a été définie dans le cadre du schéma directeur et la concrétisation territoriale, locale de ces différents projets. Après, il faut laisser sa chance au produit. Il a moins d'1 an. Il y a déjà énormément de réalisations qui sont faites. Donc on avance et quelque part, les projets qui n'ont pas pu être financés cette année, ils pourront sans doute l'être l'année prochaine. Ça répond à votre question ? En partie. Il y a une autre question là-bas. Oui, Charles Masse, c'est la société du terminal de Toulouse-Fenouillet. Vous venez de citer des durées possibles de 10 ou 15 ans. C'est évidemment hors de proportion avec l'amortissement des immobilisations, ce qui veut dire qu'avec 10 ou 15 ans, la conclusion est simple, il n'y aura pas de terminaux. Il n'y aura pas de terminaux à financement privé avec 10 ou 15 ans. Alors plus pour d'autres projets. D'abord parce que c'est bien trop court pour l'amortissement des travaux qu'il y a à faire, petit 1. Deuxièmement, parce que même sur une durée courte, vous êtes obligé de faire des amortissements, même sur des choses qu'on n'amortit pas normalement en comptabilité. Je pense notamment le terrain et les terrassements, ce qui vous a amené une dégradation de vos taux de rendement interne qui va amener à un besoin de financement public qui va arriver à 90 ou 95%, c'est-à-dire pas le but recherché. Il faut bien considérer qu'effectivement, il y a un signe hors financement long, hors durée longue d'occupation, l'opération devient immontable. Terminal Ouest-Provence, qui a été livré l'année dernière, nous avions effectivement, avec la métropole ex-Marseille, une durée de 60 ans. 60 ans. Et ça nous permettait tout juste d'amortir et d'avoir un taux de rendement interne tel que nous avons pu avoir l'autorisation d'aide d'État de la Commission européenne. Merci. Alexandre Anna, je vous réponds. Oui, effectivement, tout ça, c'est à regarder finement en fonction des projets. La durée de 10-15 ans que je citais, c'était pour des rénovations.
est-ce que tout à l'heure je citais 30 ans pour des créations, et effectivement la question se pose. Là, à ce stade, je n'engage que moi en donnant ces ordres de grandeur. Le travail n'est pas terminé avec Réseau. Il faut qu'on échange entre nous sur ces sujets. Il faut qu'on voit concrètement, effectivement, quels sont les impacts sur le taux de rentabilité des projets. Effectivement, si ça boucle, si le modèle économique boucle avec ces durées de concession-là. Donc il faut regarder finement. Donc effectivement, j'entends qu'il y a un besoin d'une durée importante sur ces opérations-là pour justement arriver à une rentabilité satisfaisante. Donc effectivement, merci d'apporter à ce débat. Et je pense que dans la suite, il faudra qu'on échange ensemble pour définir les meilleures conditions pour la mise en place de ce type de montage. Un seuil minimum, enfin. Okay. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour ces éléments de réponse, Alexandra Nage, dans cette période qui bouge quand même, malgré certaines incertitudes. Et je vous laisse repartir. On peut l'applaudir. Et on va parler maintenant du transport combiné fluvial. Donc j'accueille Alain Malivernet et Éloi Flippo. Sous vos applaudissements, bien sûr. Bienvenue à tous les deux. Alors vous avez 2 micros.